Bienvenue dans le débat sur France 24. Xi Jinping en Russie. Vladimir Poutine a accueilli le président chinois pour un sommet consacré au conflit en Ukraine et aux relations bilatérales entre Moscou et Pékin. Xi Jinping dit avoir signé avec Vladimir Poutine un accord pour une nouvelle ère dans les relations russo-chinoises. Le président russe a accueilli le leader chinois au Grand Palais du Kremlin pour des négociations à huis clos. Hier, les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés pour un premier entretien informel de plus de 4 heures. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont mis en scène leur entente forgée sur leur rivalité face à l'Occident. Le président russe est dit prêt à discuter d'un plan sur l'Ukraine présenté par Pékin. De son côté, Washington accuse la Chine d'envisager de livrer des armes à la Russie. Et alors que Xi Jinping montre son soutien à Moscou, le Premier ministre japonais Fumio Kishida était aujourd'hui à Boutcha et Kiev pour une visite qualifiée d'historique en Ukraine. Xi Jinping et Vladimir Poutine, alors sont-ils des amis indéfectibles? Qu'est-ce qui les rapproche? L'idéologie, la haine des États-Unis et de l'Occident, les intérêts géopolitiques. La guerre en Ukraine change-t-elle la donne? Cette relation russo-chinoise devient-elle asymétrique en faveur de Pékin? Xi Jinping pourrait-il jouer un rôle de médiateur? Voilà toutes les questions dont nous allons débattre. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Maurice Ripert. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Chine et en Russie, également ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Jean-Paul Chang, bonsoir. Bonsoir. Économiste spécialiste de la Chine. Bienvenue également. Nous avons avec nous ce soir Thierry Volton, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, spécialiste des régimes communistes et post-soviétiques, auteur d'une histoire mondiale du communisme chez Grasset. En face de vous, Cyril Puette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au service Monde de l'Express, également ancien correspondant en Chine. Vous pouvez participer à ce débat sur les réseaux sociaux au hashtag débat F24. Et avant d'entamer cette discussion, je vous propose de faire un point en images. Un accueil de prestige pour l'un de ses derniers alliés politiques. Franche poignée de main, fanfare militaire. C'est avec les honneurs que Vladimir Poutine, de plus en plus isolé sur la scène internationale, a reçu le président chinois Xi Jinping. Au programme des discussions, le renforcement de leur coopération face à l'Occident. En combinant leur riche potentiel scientifique et leur capacité industrielle, la Russie et la Chine peuvent devenir des leaders mondiaux dans les technologies de l'information, la sécurité des réseaux et l'intelligence artificielle. Une analyse partagée par son homologue chinois. Les deux parties doivent renforcer la communication et se coordonner étroitement pour promouvoir un nouveau et plus grand développement de la coopération pratique entre les deux pays. Autre sujet au cœur de cette rencontre, l'Ukraine et le plan en 12 points présenté le mois dernier par Pékin qui appelle Moscou et Kiev à s'investir dans des pourparlers de paix sans mentionner le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, alors que pour Kiev, il s'agit d'une condition préalable à tout règlement diplomatique. Nous estimons que de nombreux points du plan de paix proposé par la Chine sont conformes aux approches russes et peuvent servir de base pour un règlement pacifique du conflit. Toutefois, nous n'observons pas pour l'heure une telle disposition de l'Occident et de Kiev. Les États-Unis ont condamné cette visite, ce qui n'empêchera pas la poursuite de l'idylle russo-chinoise. Xi Jinping a à son tour invité Vladimir Poutine cette année en Chine, une invitation alors qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du président russe la semaine dernière par la Cour pénale internationale. Jean-Maurice Ripert, vous qui avez été ambassadeur en Chine et en Russie, cher ami, bienvenue en Russie, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine lorsque Xi Jinping est arrivé. Sont-ils des amis? Est-ce qu'on peut dire amitié? Qu'est-ce qui les rapproche? Quand on est chinois, on a beaucoup d'amis, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est Qu'est-ce qui les ironique. rapproche? Un petit peu, oui, en effet. Sûrement pas l'idéologie, pardon de le rappeler brutalement, mais ni la Russie ni la Chine ne sont des pays qui porteurs d'idéologie. Ce sont des régimes autoritaires, des régimes de prédation, des régimes de violation systématique des droits humains. Donc ce qui les rapproche, c'est un combat non pas contre l'Occident, mais contre les droits humains, contre la démocratie politique et contre l'ordre international. Ce qui les rapproche aussi, c'est des intérêts économiques et commerciaux. Il n'y a là rien que de très normal, surtout quand la Russie
à cause des sanctions et de tout ce qui se passe, est obligé de brader son énergie à moitié prix. C'est évidemment pour la Chine qui n'a aucune matière première sur son sol, comme vous le savez, ou très peu, ce qui est évidemment un grand bénéfice. Alors après, vous avez ce qu'on entend à peu près à chaque rencontre, que j'ai entendu moi-même quand le président Xi Jinping est venu à Moscou, pendant que j'étais ambassadeur à Moscou, ce que j'ai entendu à Pékin quand le président Poutine est venu, l'amitié indéfectible. L'amitié indéfectible, on est passé au partenariat. Voilà, on n'est pas passé à l'idée de partenariat stratégique, c'est un tout petit peu plus fort, mais dans les faits, pardon de le rappeler quand même, la Chine n'a pas condamné la Russie, tout le monde le rappelle, mais la Chine ne soutient pas non plus l'agression russe en Ukraine. Donc elle trouve une sorte de balancement permanent à la chinoise entre la non-condamnation et le non-soutien. Thierry Volton, ce n'est pas donc l'idéologie qui les rapproche, vous êtes d'accord avec l'ambassadeur? Pas vraiment. Pas vraiment, je ne veux pas paraître un soldat de la guerre froide. Non, simplement ce que je veux dire, c'est que quand même, monsieur... Je parle des personnages, là, je ne parle pas des pays. Hein. Il est évident que Vladimir Poutine a un logiciel qui a été formé sous un régime soviétique. Et soyons clairs, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit communiste comme avant il a pu l'être, et que je pense que c'est un nationalisme, on en parlera plus tard, et que, en tout cas, Xi Jinping, lui, se réclame véritablement du marxisme-léninisme, j'entends bien. Alors c'est peut-être de la rhétorique, mais je doute quand même qu'au bureau politique, on se parle que de rhétorique. Moi, je vous donne un exemple simplement qui m'a frappé. Lorsque le système soviétique s'est effondré, on a pensé que Gorbatchev, au bureau politique, il y a plus longtemps qu'il n'était plus communiste. Or, quand on a récupéré les archives du bureau politique, on s'est aperçu qu'il fonctionnait exactement comme avant. Lutte des classes, impérialisme. Alors, vous pourrez dire c'est la langue de bois. C'est l'idéologie ou le système? Peut-être c'est les deux à la fois, ils sont formés comme ça. C'est un logiciel, je veux dire, qui est formé. Donc, c'est pour ça que je suis un peu sceptique quand on dit qu'ils sont très différents. Bon, chacun ses intérêts au demeurant, hein, je veux dire. Chacun ses intérêts au demeurant. Jean-Paul Chang, Xi Jinping, en tout cas, a dit qu'il a exprimé sa gratitude à Vladimir Poutine en disant qu'il était sûr que les Russes continueraient à le soutenir. C'était ce qu'il a dit. Écoutez, moi je prends la diplomatie chinoise un peu différemment. Je pars de manière un peu, à examiner. Xi Jinping suit une certaine méthodologie, pour ne pas dire doctrine, dans sa diplomatie. Il a défini, quand il est arrivé au pouvoir en 2013, il a commencé par dire que la diplomatie chinoise se compose d'abord d'une première catégorie, qui est la diplomatie avec les grandes puissances, dans laquelle on range la Russie, les États-Unis, l'Inde, la France à l'époque aussi d'ailleurs, mais la France s'est un peu retirée elle-même. Mais ensuite, deuxième catégorie, c'est la diplomatie avec les pays voisins. Et puis la troisième catégorie, c'est les contacts multinationaux, clubs de Shanghai, etc. Donc pour lui, la Russie est un sujet suffisamment important pour lui consacrer un voyage d'État de 3 jours. Et les relations sont suffisamment importantes avec la Russie pour qu'on en parle très sérieusement. Donc ce n'est pas une question simplement de relations personnelles, qui a une certaine familiarité depuis 40 rencontres bilatérales entre les deux personnages. Mais c'est quand même un sujet suffisamment important pour les deux pays pour qu'il y consacre du temps et qu'il montre finalement un peu d'enthousiasme. Alors, un peu d'enthousiasme. En tout cas, c'est intéressant de revoir les images, la posture des deux chefs d'État hier. À côté, il y avait à côté du feu, espèce de décorum beaucoup plus intime, par exemple, que la salle immense où Vladimir Poutine accueillait les chefs d'État occidentaux. Ce n'est pas un hasard, cette communication, Cyril Puette. Non, tout est parfaitement millimétré. C'est-à-dire que c'est vrai que ça contraste. On se souvient quand Vladimir Poutine recevait Emmanuel Macron au bout d'une immense table de 10 mètres de long. Là, ils conversent au coin du feu. Tout cela est fait pour mettre en scène leur proximité. Il faut quand même souligner que c'est quand même pas anodin que quelques jours après que Poutine ait reçu un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, que Xi Jinping, plus d'1 an après la guerre, lui rende visite et proclame son amitié, c'est quand même quelque chose qui n'est pas banal et qui est très fort symboliquement. C'est vrai qu'ils sont vus une quarantaine de fois et qu'ils se donnent les signes qu'ils s'apprécient, ils s'appellent pour leurs anniversaires respectifs, mais j'ai quand même l'impression que ce qui les réunit, c'est leur détestation de la domination américaine sur la planète. Maurice Tripper, non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Enfin, c'est effectivement détestation de l'Occident. Alors, est-ce qu'on peut parler de haine de l'Occident? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que à mon avis, la réalité de la politique étrangère de Vladimir Poutine, c'est son obsession de redevenir la grande puissance que l'URSS a été. Et elle se caractérise comment? Par le fait que c'est dans un dialogue avec les États-Unis d'Amérique qui décerne le brevet de puissance
qu'elle peut rétablir ce duopole. Le raisonnement chinois est le même. Quand la Chine dit « nous sommes la deuxième économie du monde et nous allons devenir la première économie du monde », elle entend par là qu'elle sera demain le partenaire dans le duopole. Et donc cette espèce de compétition permanente entre la Russie et la Chine pour avoir l'attention des États-Unis, au-delà des mots, parce que les mots sont très importants en Chine, ils ne cachent pas toujours, encore une fois, la Chine n'a ni soutenu ni condamné la Russie. Donc le fait qu'elle là, on a l'impression qu'ils affichent quand même une alliance, comme vous disiez, un partenariat. L'affichage fait partie de la politique étrangère chinoise. Ils sont passés maîtres dans l'art de la maîtrise des mots, des concepts et des affichages. Ça, il n'y a aucun doute. Toujours est-il quand même que la virulence chinoise à l'égard des États-Unis est quand même inédite depuis fort longtemps. C'est-à-dire que là, Xi Jinping, dans son discours, lorsqu'il venait d'être reconduit pour la 3e fois président de la République de Chine, il a eu des mots extrêmement forts visant nommément les États-Unis, ce qui est quand même nouveau depuis très longtemps. Et on sent quand même, à la tête du régime chinois, il y a une véritable irritation devant toutes les stratégies d'alliance que mettent en place les États-Unis pour... En tout cas, c'est le ressenti de la Chine, que ce soit vrai ou pas, c'est le ressenti de la Chine. La Chine se sent encerclée. Et on peut penser qu'il y a une certaine sincérité dans ce sentiment de leur part. Est-ce que justement, Poutine fait vraiment le parallèle entre la menace que représente l'Occident pour sa sécurité et celle de la Chine? C'est ce qu'il a dit tout de même en voyant Xi Jinping. De fait, ils ont quand même le même ennemi. C'est le même ennemi, c'est l'Occident. Il le déclare. Bon, première chose. Deuxièmement, et je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur, c'est que là, il y a une volonté de chacun des deux pays de jouer dans la cour des grands. Sauf que, à l'heure qu'il est, la Russie, évidemment, a beaucoup perdu dans cette course à l'échalote, si je puis dire. Et donc la Chine qui se ressort de 3 ans de confinement et d'isolement total, si vous voulez. Alors c'est vrai que vous avez raison, le discours est beaucoup plus fort, mais je pense qu'il est beaucoup plus fort aussi parce que ils veulent peser de plus à cause de cette absence sur la scène internationale et compte tenu du fait aussi, oui, non, ensemble peut-être pas, mais en tout cas par rapport à l'arbitre, c'est les États-Unis, d'accord. Donc ce qu'il faut, c'est attirer l'attention des États-Unis. Bon, or de fait, actuellement, la guerre en Ukraine, c'est plutôt la Russie qui est en première ligne, si je puis dire. Donc il y a un petit côté, je dirais, évidemment, c'est stupide de le dire, mais de jalousie, je mets ça entre guillemets, des Chinois en disant, bah nous on est là aussi, et donc on tape du poing sur la table. Or comme la Chine est un adversaire bien que plus difficile, bien plus grand que l'est la Russie, il est évident que la tension américaine est déjà forte sur la Chine et que dans cette course au grand, la Chine est forcément gagnante. La Chine est forcément gagnante. Vladimir Poutine, en tout cas, a assuré à Xi Jinping que la Russie était capable d'approvisionner les besoins croissants de la Chine en énergie. C'est ce qui ressort de ce duo. La Chine achète donc du pétrole russe, à prix cassé ou pas. C'est une question que je vais vous poser. On va écouter Vladimir Poutine. Nous sommes prêts à soutenir les entreprises chinoises lorsqu'il s'agit de remplacer la production des entreprises occidentales qui ont quitté la Russie. En combinant leur riche potentiel scientifique et leur capacité industrielle, la Russie et la Chine peuvent devenir des leaders mondiaux dans les technologies de l'information, la sécurité des réseaux et l'intelligence artificielle. Jean-Paul Chang, c'est un peu nouveau ça, non, d'afficher tout de même peut-être une coopération d'un point de vue technologique, sur l'économie. Bon, la Chine achète du pétrole à prix cassé d'ailleurs depuis la guerre en Ukraine. Vous savez, les négociations entre la Chine et la Russie sur les problèmes de produits énergétiques durent depuis 2012. Et ça a été bloqué par les Russes je ne sais combien de fois sur les questions de prix. Ce sont les Chinois qui ont fait des concessions ensuite sur les prix. Donc il ne faut pas raconter trop d'histoires sur le bénéfice énorme que les Chinois... Ils ont une décote, certes, sur la quantité, et surtout ils peuvent... C'est la même que celle du Japon, je crois, par Oui, exemple. c'est ça. Et puis surtout, ils peuvent payer avec la monnaie chinoise maintenant, ce qui était un avantage considérable. Mais de là à dire que finalement... mais c'est quand même quelque chose qui dure depuis quand même déjà plus de 10 ans. Oui, il y a un pipeline également en Sibérie. Donc, il y a un deuxième sur une grande réserve de gaz, effectivement, en Sibérie occidentale. Et effectivement, aujourd'hui, la Chine est le premier importateur maintenant de gaz naturel russe. C'est très complémentaire. C'est avéré, ça, premier importateur de gaz russe. Du pétrole russe, du gaz russe aussi. Donc, avec, si je peux me permettre, cette compétition aussi qui naît, il ne faut jamais l'oublier, entre la Russie et la Chine, notamment sur les anciens territoires de l'URSS et notamment l'Asie centrale. La Chine achète, je crois, l'essentiel du gaz turkmène. Bien sûr. Et la Chine continue à faire son marché dans les anciens stans, de même que la Turquie qui se rapproche, de même que l'Union européenne qui est là, quoi qu'on en dise, parce qu'elle le fait plus discrètement. Donc c'est vrai aussi que les Russes
me semble-t-il, mais c'est vous l'économiste, les Russes ont besoin aussi un petit peu de réattirer l'attention de la Chine sur la Russie, parce que ça devient un concurrent extrêmement sérieux, au moins en Asie centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, cette relation, elle est plutôt asymétrique d'un point de vue économique au profit de la Chine? Alors, bien sûr, en termes de puissance économique déjà atteinte par la Chine, évidemment, la Russie est très, très en arrière. Mais ils sont complémentaires. Donc, asymétrie et complémentarité, il ne faut pas oublier que la faiblesse chinoise réside aussi dans l'insécurité énergétique. Le fait que les Russes fournissent de cette façon aussi considérable de l'énergie, pour la Chine, c'est aussi une réassurance sur le plan de la sécurité énergétique, précisément parce que l'Asie centrale n'est pas suffisante pour finalement assurer la sécurité, alors qu'avec la Russie, s'il y a des bonnes relations, d'ailleurs, c'est même la raison fondamentale, c'est la sécurité énergétique de la Chine. Hein. Donc là-dessus. Et pour terminer, je crois que la Chine ne fait pas la même analyse que les pays occidentaux, et ça c'est très important, sur la force et le potentiel et la puissance de la Russie, ni sur le plan militaire, ni sur le reste. C'est-à-dire Eh bien, c'est-à-dire qu'eux, ils ne parient pas sur une défaite en Ukraine. Voilà. Et c'est fondamentalement sur cette analyse-là qu'ils font finalement leur approche du problème, et ils ne veulent pas disons, insulter l'avenir en prenant facilement, éventuellement, parti pour l'un ou l'autre des belligérants. Ils sont neutres, mais quelque part, je veux dire, c'est fondé sur des analyses, sur l'évolution des faits, et c'est comme ça qu'on fait ensuite une décision politique. C'est-à-dire, on projette, on essaie d'analyser... Donc on projette la victoire de la Russie. Non, on ne projette pas la victoire, mais il semblerait que l'Académie des sciences militaires de l'état-major de l'armée populaire de libération a fait des simulations, a conclu que le conflit se terminera probablement vers le mois d'août avec une position favorable pour la Russie. Favorable, pas plus. Voilà. Thierry Volton. Oui, enfin, en tout cas, c'est vrai que je pense que, honnêtement... d'abord, il y a une chose qui est importante. La Chine ne peut pas se permettre que la Russie perde cette guerre en Ukraine. Première chose. Deuxièmement, les Occidentaux ne peuvent pas se permettre que l'Ukraine perde cette guerre. Donc là, on est dans un rapport de force incroyable, très important. Hein. Bon, donc, il est clair que, alors quand on parle de neutralité de la Chine, je suis quand même très sceptique. Hein. Je pense que la Chine a quand même choisi son camp, qui est quand même le camp russe, même si elle fait très attention, parce qu'évidemment, elle veut jouer surtout les go-between. Elle veut surtout jouer le plan de paix éventuellement. Et si elle se montre, le faiseur de paix, ça renforce considérablement sa position sur la scène internationale. C'est ça finalement que cherche vraiment Xi Jinping. C'est le coup d'après. C'est pas le coup tout d'un coup sur l'Ukraine. C'est le coup d'après. En fait, ce qu'il prépare depuis longtemps, c'est à long terme, c'est le nouvel ordre mondial dans lequel il serait maître, si je puis dire. C'est ce nouvel ordre mondial. Enfin, on parle beaucoup du duopole, enfin de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, et c'est ça en fait qu'ils auraient en tête malgré tout. Alors, ce nouvel ordre mondial. Pour dire sur ce que disait l'interlocuteur M. Volton, c'est sûr que la Chine a très peur d'un effondrement du régime de Poutine. Elle est persuadée depuis le début que l'objectif des États-Unis en armant l'Ukraine, c'est d'affaiblir la Russie. Et elle a peur que si la Russie tombe, le prochain sur la liste soit la Chine. Et avec la certitude que l'objectif non affiché des Américains est de mettre à la place des régimes démocratiques. Donc c'est quelque chose qui l'inquiète fondamentalement. Et oui, la Chine a besoin de la Russie dans les instances internationales pour être certain qu'au sein de ces instances, on ne vienne pas contrecarrer ses intérêts sur Taïwan, sur le Xinjiang ou sur la mer de Chine du Sud. Et voilà, elle a déjà beaucoup d'amis au sein du Sud global, comme on l'appelle, en Afrique. Alors, Sud global, ça c'est une expression que aiment bien les Russes et les Chinois, ou est-ce que c'est une expression qu'on retrouve un peu en Occident ? Oui. Ça devient le langage commun, ce Sud global. Jean-Paul Chang. Ça reflète une certaine réalité avec la création des organismes comme le club de coopération de Shanghai, les BRICS, etc. Et donc, effectivement, vous avez un certain nombre de pays qui ne font pas partie de l'Occident, disons, et qui sont un peu au milieu, entre l'Occident et la Russie et la Chine. Donc, on appelle ça comme ça de manière un peu abusive le Grand Sud, mais disons que c'est des pays qui sont un peu neutres et un peu, dans le temps, on appelait ça les pays du tiers-monde, sauf que ces pays, certains de ces pays sont devenus quand même assez développé et commence à représenter un poids économique important. Jean-Maurice Ripert. Pardon, sur ce point, c'est pas le Sud qui devient global, c'est le monde.
Oui. Et la difficulté, non mais excusez-moi, la difficulté pour les Chinois, c'est que précisément dans cette affaire, il est clair qu'ils ne veulent pas perdre les positions qu'ils pensent avoir acquises, en tout cas, auprès de grands pays du Sud. Et notamment, on le voit, pour eux, c'est fondamental de ne pas envenimer encore la situation avec l'Inde, de recréer des BRICS qui, quand même, excusez-moi, je veux bien qu'on parle des BRICS, mais enfin, qui n'existent quasiment plus. Brésil, Inde, Brésil, Russie, Afrique du Sud. Un État qui rend les choses un peu difficiles. Et le club de Shanghai est devenu, l'organisation de coopération de Shanghai est devenue une organisation économique, en réalité, qui n'a absolument pas délivré sur le plan politique, parce que quand vous faites rentrer l'Inde et le Pakistan en même temps, puis l'Iran, etc. Attendez, pardon. Je voudrais juste dire un point sur l'histoire de la puissance de paix. Parler, c'est une chose. Quand les Chinois ont présenté d'ailleurs leur initiative, ils appelaient ça élément pour un règlement politique. Il ne s'agit pas d'un plan de paix. Les Chinois sont parfaitement conscients du fait que ça n'est pas un plan de paix. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il a été rejeté dans la minute à l'époque par Vladimir Poutine, quoi qu'il en ait dit ce matin ou hier après-midi. Oui, il avait l'air plus ouvert. Je crois qu'il ne faut pas... Pardon, dernier point qui est important, qui a été soulevé par Cyril, c'est que la Chine est une victime collatérale de la guerre en Ukraine. Et elle l'a été depuis le premier jour. Tout le monde a oublié. Vous dites victime collatérale. Oui, la première déclaration. Est-ce qu'elle n'en profite pas au final? La première déclaration de Joe Biden a été pour dire attention, ça ne se passera pas comme ça à Taïwan. Et il est revenu sur le sujet en septembre ou en octobre pour dire aux Chinois, mes chers amis, si vous y allez, nous y serons. Et pour les Chinois, c'est une catastrophe, parce que une des deux grandes initiatives, effectivement, du président Xi Jinping, c'était d'une part ceinture et route, les routes de la soie, et d'autre part, c'était le grand rêve de la renaissance de la nation chinoise, c'est le rattachement de Taïwan et de Hong Kong. Hong Kong, c'est fait, ils sont sous le joug du Parti communiste chinois. Taïwan, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est pas demain matin. Victime collatérale, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur Jean-Paul Chang? L'expression, mais... Non, mais c'est intéressant. Victime collatérale de la guerre en Ukraine, ou au contraire, est-ce que la Chine tire son épingle du jeu de ce conflit? Disons que c'est un piège pour les Chinois, pour ne pas dire qu'ils sont déjà victimes. Mais disons qu'ils sont un piège, ils ont senti le piège. Ils le dénoncent assez hautement, puisqu'ils accusent les Américains de vouloir faire de Taïwan une deuxième guerre à l'Ukraine, enfin une sorte de proxy à l'Ukraine avec Taïwan. Donc là-dessus, effectivement, ils sentent le piège. Et ça les gêne beaucoup, effectivement, parce que tout le problème pour les Chinois sur le problème de Taïwan, c'est l'interférence internationale. Or, si l'Ukraine a laissé l'occasion aux Américains de préciser exprès ou par inadvertance, un certain nombre de pensées profondes, je veux dire, c'est quand même un peu... c'est placer la Chine dans une situation plus passive qu'auparavant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revoir quand même ces images le 5 février 2022. On avait vu Xi Jinping et Vladimir Poutine. C'était à l'occasion des JO de Pékin. C'était littéralement 2 semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une cérémonie qui avait été d'ailleurs boycottée par une partie des Occidentaux. Et à l'époque, on se disait... Est-ce qu'effectivement, il était dans le secret, Xi Jinping? Savait-il que Vladimir Poutine allait déclencher l'invasion de l'Ukraine 15 jours après? Thierry Volton. On ne saura jamais, vous savez. On ne saura jamais ça. Je ne crois pas que... Alors, on peut faire des conjonctures. Moi, je pense quand même qu'il l'a informé, je pense, parce qu'il s'est dit qu'il aurait peut-être besoin que la situation serait délicate, qu'il aurait peut-être besoin de la Chine. Mais je ne peux pas l'affirmer. Donc, c'est sûr qu'à mon avis, en tout cas, dans cette rencontre qui a duré assez longtemps, je vous signale à ce moment-là, bon, ils n'ont pas parlé que de sport, si je puis dire. Soyons clairs. J'imagine. Non, mais, et 2 semaines après, Vladimir Poutine envahissait l'Ukraine. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'il était allé chercher quand même l'appui chinois? De toute façon, même s'il était cherché l'appui chinois, je pense que les Chinois sont suffisamment malins pour ne pas donner un blanc-seing, ça c'est clair. Donc, à mon avis, ce qu'on peut éventuellement penser, c'est que Poutine a dit, bon, j'ai pour projet d'envahir l'Ukraine et ça va se passer comme une lettre à la poste, ce qu'il pensait à l'époque, n'oubliez pas. Et donc, voilà, je t'informe de ça et j'attendrai la fin des Jeux Olympiques, c'était très important pour ne pas brouiller quand même la chose. Bon, et voilà, et l'autre a dit, bon, bah d'accord, tu fais ce que tu veux, voilà. Mais il ne lui a pas demandé de l'aide pour autant, ça je pense pas en tout cas. C'est le piètre. On ne saura jamais en effet si Xi Jinping était au courant ou pas. Des diplomates chinois essayent de faire fuiter que non, ils n'étaient pas du tout au courant. En tout cas, je suis tout à fait d'accord, parce que le problème pour la Chine, c'est que ça a été beaucoup plus lent que prévu. L'Ukraine aurait été envahie en 3 jours. C'était pas tant que ça un problème. Là, ça pose beaucoup de problèmes, parce que pour l'instant, l'Occident est en train de se réarmer. Et puis, son moyen de pression sur Taïwan diminue aussi. C'est-à-dire que la Chine peut moins faire peur maintenant à Taïwan avec une invasion
extrêmement rapide. On sait qu'un petit pays peut résister, qu'il peut être armé par d'autres, qu'il peut être plus agile. En tout cas, dans l'imaginaire, quelque chose a changé dans la capacité de Taïwan à éventuellement être soutenu et éventuellement résister. Jean-Maurice Ripert. Non, je soutiens ça. Alors, le premier coup de semonce pour la Chine à Taïwan, ça avait été les élections de janvier 2020 où le parti pro-indépendance et la présidente avait gagné contre toute attente. Ça a été aussi évidemment la victoire des démocrates à Hong Kong qui a été étouffée dans le sang. Donc il y avait déjà eu des avertissements. Je pense aussi que il était relativement inconcevable pour les Chinois, en tout cas de ce que j'en connais. Je ne suis pas un spécialiste, il faut le reconnaître, même si j'y ai passé quelques années. C'est que ce qui est inconcevable, c'est qu'un pays résiste. Le principe d'une hégémonie, le principe d'un empire, le principe d'un régime autoritaire, c'est qu'on lui reconnaît la puissance et qu'on cède. Vous savez, j'ai passé 2 ans en Chine à demander à mes amis chinois comment on traduisait en chinois le mot « compromis ». J'attends toujours. Alors j'ai eu des linguistes qui m'ont donné des phrases qui faisaient 3 kilomètres, mais je veux dire, la tradition, en tout cas, ça n'est pas de négocier, de comprendre. L'empereur décide, le peuple suit. Et je pense que la surprise chinoise face à la résistance ukrainienne a dû être l'équivalent de la nôtre, soyons honnêtes. Jean-Paul Chang, oui, vous êtes d'accord? Oui. Non, pas tout à fait. Non. Je pense que le compromis fait partie vraiment intégrante de la culture politique chinoise. Donc le compromis existe. Et même sur Taïwan, je pense que les Chinois vont privilégier et accélérer les propositions de solutions politiques. D'ailleurs, on le voit, j'avais dit il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient accélérer les grandes manœuvres politiques vis-à-vis des partis d'opposition à Taïwan pour essayer d'influencer sur les élections de l'année prochaine. On vient d'apprendre que Ma Ying-jeou, l'ancien président, va faire son premier grand voyage en Chine continentale, et qui va durer une dizaine de jours. Donc tout ça va être exploité à fond. Ça veut dire que c'est quand même des recherches de compromis que les Chinois... Ça veut dire qu'on retarde l'expectative d'un conflit. Appliqué à la diplomatie, je voudrais quand même vous rappeler que on a eu quand même un succès de la diplomatie chinoise entre l'Arabie saoudite et l'Iran, tout récemment, grâce à M. Chai Ching, qui, entre nous, enfin, je veux dire, pour notre mémoire qui est un peu courte, a été ambassadeur à Paris entre 2014 et 2019. C'est l'envoyé spécial, finalement, de la Chine pour le Moyen-Orient. Donc ça veut dire quoi? Que la Chine va privilégier la diplomatie un peu tous azimuts? C'est ce que vous dites? Jouer un rôle de plus en plus important sur le plan diplomatique, ça c'est sûr. Thierry Volton? Je pense que sur Taïwan, effectivement, et là j'abonde dans ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est vrai que la leçon ukrainienne est très embêtante pour la Chine, parce qu'on s'aperçoit quand même les Occidentaux sont capables de se mobiliser, et donc voilà, et la conquête militaire est quasiment interdite. Alors, ce qu'ils vont faire, je pense que finalement maintenant, ce que va faire Pékin, c'est changer un peu de braquet, si je puis dire, et jouer la carte Hong Kong. Je m'explique, c'est-à-dire infiltrer Taïwan, faire en sorte que les prochaines élections qui ont lieu l'an prochain, si mes souvenirs sont bons, soient gagnées par le Kuomintang, qui est un allié, qui est un ancien ennemi, mais qui est très favorable à un rapprochement avec le continent. Et donc, à ce moment-là, ils pourraient phagocyter lentement, mais sûrement, comme ils le font à Hong Kong, où l'ordre Pékin règne totalement dans l'indifférence générale des Occidentaux, je dois le dire, qui se taisent magnifiquement. Si elle voulait réagir... Avec ça, à court terme, ils vont essayer de faire passer le Kuomintang qui est dans l'opposition et qui est beaucoup plus proche de Pékin que le gouvernement actuel de Tsai Ing-wen. Les élections sont en janvier 2024, donc ça c'est la priorité. Xi Jinping a quand même demandé à son armée d'être prête en 2027 pour être en mesure d'envahir Taïwan. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais en tout cas, je crois que les Chinois aimeraient éviter la guerre en mettant une pression telle que les Occidentaux se diraient que c'est pas la peine d'intervenir. Mais voilà, on verra si c'est ce scénario. J'abonde dans ce qu'il vient de dire. Ils feront tout pour éviter la guerre parce qu'ils sont pas sûrs d'aller gagner, soyons clairs. Alors, Anthony Blinken. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas lieu. Même un mot sur les stratégies. C'est pas de la stratégie diplomatique. Je veux dire, les Chinois achètent les élites dans à peu près tous les pays de la région. On a vu ce qui s'est passé en Australie. L'origine d'AUKUS, c'est quand même l'arrivée au pouvoir d'un Premier ministre australien qui a dit « ça suffit maintenant ». Il y avait 2,5 millions de porteurs de passeports chinois, il y avait de l'argent chinois partout, y compris qui achetaient des parlementaires. Donc on peut appeler ça de la diplomatie. C'est une diplomatie aux caractéristiques chinoises, comme on dit. Jean-Paul Chang, mais il faut qu'on avance. Oui, une réaction. Je pense que c'est pas la seule puissance à utiliser de l'argent pour acheter des hommes politiques d'autres pays. Je veux dire, c'est une vieille tradition. En tout cas, Anthony Blinken, lui, le chef de la diplomatie américaine, a fustigé cette rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, en disant, alors que Vladimir Poutine venait d'être sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, d'enlèvement d'enfants. On va écouter Anthony Blinken.
Le monde ne doit pas être dupe face à toute décision tactique de la Russie, soutenue par la Chine ou tout autre pays, de geler le conflit selon ses propres conditions. Le fait que le président Xi se rende en Russie, quelques jours après le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre du président Poutine, suggère que la Chine ne se sent pas obligée de demander des comptes au Kremlin pour ses atrocités. Bon. Écoutez, franchement, moi j'ai signé une tribune en mars de l'année dernière pour demander que la CPI soit saisie. Le procureur s'est auto-saisi. Nous en sommes contents. Je préside une ONG qui s'occupe d'enfants. Nous avons dénoncé avec beaucoup d'autres ONG ces enlèvements épouvantables d'enfants qui sont quand même pas quelque chose de fréquent. Les Chinois l'ont pratiqué dans le Xinjiang. Tout le monde le sait. Des enfants ouïghours sont enlevés à leurs parents pour être donnés à des familles Han. Donc là, il y a certainement une forme de complicité. La Chine n'est pas partie au statut de Rome. Donc évidemment, elle se moque du tiers comme du quart de ce qui se passe à la CPI. Je pense que c'est une erreur de calcul des Chinois parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays aux Nations Unies. Je voudrais quand même rappeler que les 3/4 des pays des Nations Unies ont condamné la Russie. Les 3/4, hein, pas le Sud global, mais ça fait une grande partie des pays du Sud aussi quand même. Mais en ce qui concerne la CPI, il faut d'abord le voyage de Xi Jinping était prévu avant la décision de la CPI. Elle est venue en cours de route. Alors vous rendez compte qu'il aurait été très difficile pour Xi Jinping de ne pas y aller, puisque ce voyage était prévu. Ça aurait été une humiliation pour Poutine, mais surtout une reconnaissance de l'autorité de la CPI que la Chine refuse, comme plein d'autres pays, dont les États-Unis d'ailleurs au demeurant, face à cette décision, ça aurait été donc ça. Donc finalement, on peut pas à mon avis conjoncturer sur la visite de Xi Jinping et la condamnation de la CPI. Malgré ce que vient de dire Anthony Blinken. Oui, malgré ce que vient de dire Anthony Blinken. Il y a tout de même une logique de bloc intéressante. Le Premier ministre japonais, donc Fumio Kishida, qui lui est en Ukraine aujourd'hui pour une visite qualifiée d'historique par Kiev, qui est allé même à Boutcha. Le Premier ministre nippon, on voit les images. Hier, il était en Inde, où il a vu Narendra Modi, le Premier ministre indien, donc à New Delhi. Le Japon qui augmente ses dépenses militaires pour la première fois, me semble-t-il, depuis 1945. On va l'écouter, le chef du gouvernement japonais. Le monde a été stupéfait de voir des civils innocents tués à Boutcha il y a un an. En foulant le sol de Boutcha aujourd'hui, je ressens une grande colère pour tous ces actes atroces. Je voudrais présenter mes sincères condoléances à toutes les victimes et à tous les blessés au nom des ressortissants japonais. C'est quand même assez inédit. Ah oui, totalement. Mais c'est formidable. Mais ce serait encore plus fort comme écho en Asie. Et si le Premier ministre japonais s'excusait ou se recueillait pour les victimes du massacre de Nankin, de toutes les atrocités que l'armée japonaise a commises pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les pays asiatiques, il n'a jamais fait. Jamais avec la Corée, je vous signale quand même. Il y a un accord actuellement. Justement, la moitié de la Corée est devant debout contre l'accord qui vient de passer parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que relativisons. Pour nous, c'est parfait. Mais dans d'autres parties du monde, c'est peut-être pas ressenti de la même façon. En tout cas, voilà comment Vladimir Poutine est côté russe. On a vu justement cette séquence, puisque le ministre russe de la Défense a montré des bombardiers russes postés près du Japon. Ça, c'était vraiment concomitant à la visite du Premier ministre japonais en Ukraine. Vous voyez ces images. Oui. Donc ça, voilà la réponse des Russes à la visite du chef de gouvernement nippon en Ukraine. On voit bien tout de même qu'il y a une logique des blocs là assez intéressante. Il ne faut pas le nier, je veux dire, il y a une redistribution des cartes actuellement. Pardon, excusez-moi, on y voit surtout autre chose. C'est que Vladimir Poutine n'a aucune stratégie de sortie de crise en Ukraine. Il fait la seule chose qu'il sait faire, montrer des armes et menacer. Menacé parce qu'il y a une visite du président japonais, sauf à expliquer que l'Ukraine n'est plus un État indépendant, ce qu'il n'a pas encore été jusque-là. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Ça menacer de quoi? De bombarder Kiev pendant qu'il y a le Premier ministre japonais? Si vous voulez, il faut aussi ne pas automatiquement conférer aux actes de Poutine l'importance qu'il essaye de leur donner pour nous faire peur. Sinon, mais c'est de la propagande également, monsieur l'ambassadeur, parce qu'il a montré ces images également à la télé russe. Enfin, j'imagine que c'est faire utilisé. Voler un bombardier, c'est pas... voilà. On sait qui c'est, on sait qui sait faire. On sait que les bombardiers ne marchent pas toujours aussi. Pardon. C'est pas anodin que le Premier ministre fasse une visite surprise
évidemment, le jour même où Xi Jinping est à Moscou, c'est évidemment le clan, si on peut employer ce mot occidental, qui allume un contre-feu. Parce qu'il y a cette alliance Quad, pour le rappeler, Inde, Japon, États-Unis, Australie. Et ce qui est significatif en ce moment, c'est que les Japonais sont en train de s'armer de plus en plus, comme vous le disiez. Ils vont doubler leurs dépenses de défense en 5 ans, ce qui est quand même énorme, et qui iront complètement avec la logique japonaise ces dernières années. Ils sont en train de se rapprocher quand même militairement des États-Unis également. Ils s'inquiètent d'une possible attaque contre Taïwan qui les mettrait dans une position géostratégique compliquée. Donc voilà, c'est tout ce contexte-là qui rentre dans cette visite aussi. Sans oublier, d'ajouter à ça que les Japonais sont également sous la menace nord-coréenne. Il ne faut jamais l'oublier, parce que quand Kim Jong-un tire un missile, c'est par-dessus le Japon. Donc ça dans l'inconscient collectif japonais, il y a cette double menace. Jean-Paul Chang, on voit bien en tout cas que ça se redessine, ces alliances défensives, de défense plutôt face à la Chine, en Indo-Pacifique aussi, que tout est lié finalement. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on a parlé de conséquences de la guerre d'Ukraine, c'est vrai que ça a été l'occasion pour les États-Unis de battre le rappel de ses alliés partout dans le monde, y compris en Asie. Donc pour la Chine, c'est clair que le Japon se range définitivement, se remilitarise, la Corée du Sud s'est rapprochée du Japon, ainsi de suite, et les Philippines. La nouvelle étape franchie par AUKUS, cette alliance tripartite, qui viennent de décider de procéder à un réarmement collectif. AUKUS, donc là, vous parlez. AUKUS, c'est-à-dire États-Unis, Australie, Royaume-Uni. Et Royaume-Uni. Que reste-t-il de ce fameux plan, tout de même on en parlait un peu en début d'émission, mais j'aimerais qu'on termine l'émission avec ça, ce fameux plan de paix chinois en 12 points, semble-t-il, dont a parlé aujourd'hui Vladimir Poutine. Eh bien, il n'est pas le seul d'ailleurs à en avoir parlé, puisque Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, en a dit un mot également, on va l'écouter. C'est à l'Ukraine de décider quelles sont les conditions acceptables pour toute solution pacifique. Et la Chine doit donc commencer à comprendre la perspective de l'Ukraine et s'engager directement avec le président Zelensky si elle veut être sérieuse au sujet de la paix. Thierry Volton. Alors Zelensky a invité manifestement le président chinois. Donc là, on a parlé d'alliance, de bloc, mais là, ça devient plus compliqué. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas parlé, soyons clairs. Ni Xi Jinping et Zelensky ne se sont pas parlé. Bon, je vous signale que Zelensky il est prévu qu'ils se parlent peut-être en fin de semaine. Oui, mais ça va se faire. À mon avis, si les Chinois sont malins, il faut que ça se fasse, honnêtement. Parce que ça veut dire qu'au moins, on parle avec les deux parties. S'ils sont enferrés dans leur idéologie, ils vont partir et ça sera, à mon avis, un dommage pour la diplomatie chinoise, j'entends, je ne suis pas forcément pour le monde. Jean-Maurice Ripert, ils peuvent utiliser ce plan de paix. Ce plan de paix est absolument formidable. Il est pour la paix dans le monde, pour la fin de la guerre, pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est formidable. En même temps, il ne demande pas le départ des troupes russes. Enfin, vous avez tout. C'est vraiment l'auberge espagnole. Donc, c'est un plan de paix formidable. Je ne crois pas une seconde qu'il volera très loin, mais... Pourquoi vous dites qu'il est formidable, Jean-Paul Chang? Parce qu'il n'y a que des concepts, si vous voulez, qui font l'unanimité de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Si M. Zelensky a réagi à ce plan en disant que c'est intéressant que la Chine s'implique dans des négociations, c'est quand même une bonne chose. Je veux dire, pourquoi être plus zelenskiste que Zelensky lui-même? Donc voilà. D'autre part, la diplomatie chinoise a maintenu les contacts avec la diplomatie ukrainienne depuis des années, puisque les ministres se sont parlé entre eux. Les ministres se sont parlé, exactement. Les ministres, ils se sont rencontrés à Munich. A publié un plan de paix en 10 points, dont le premier point est le départ des troupes russes. Donc le fait que les Chinois ne le mentionnent pas est un peu étrange. Les Chinois ne le mentionnent pas, mais les Chinois, effectivement, ne dénoncent pas non plus. Tout comme ils ne mentionnent pas l'agression russe, mais ils l'approuvent pas non plus. Pour le moment, les Chinois se contentent de dire on est prêt à parler à tout le monde pour essayer de renouer le dialogue. On va voir ce que ça va donner. Ils pourraient être un médiateur, les Chinois, finalement, Cyril Puette. En tout cas, c'est sûr que ce plan, je rejoins ce que dit Monsieur l'ambassadeur, il est fantastique, il était ironique, bien évidemment, étant donné que ce sont des grands principes. On parle de la souveraineté en général, mais pas de la souveraineté de l'Ukraine. Et puis, en gros, ça revient à acter les prises de possession russes. Mais en tout cas, c'est un geste de communication. En passant pour un médiateur sur la scène internationale, évidemment que les Chinois
soignent leur image auprès des Européens, auprès de certains pays du Sud. C'est ça quand même la complexité, c'est qu'ils ne veulent pas se couper totalement de l'Occident dans leurs relations économiques. Ils avaient des relations économiques importantes avec l'Ukraine d'ailleurs, la Chine. Oui. Et ça contrebalance cette visite, mais je note que certains diplomates occidentaux commencent à envisager à terme la possibilité que peut-être la Chine puisse jouer un rôle à un moment si des gens devaient être prêts à négocier dans le futur. Ça commence à émerger. La France l'a dit aujourd'hui. Le Quai d'Orsay. Jean-Maurice Ripert. Non, mais pourquoi pas? Moi, je pense que tout le monde, s'il y a des gens de bonne volonté qui arrivent à ce qu'ils se parlent, mais encore une fois, le problème n'est pas de se parler, le problème est de se parler pour dire quoi? Se dire encore une fois, Monsieur Zelensky, qui est celui qui résiste, celui qui a été envahi, celui qui est agressé, celui qui défend son peuple, a publié un plan en 10 points, et je n'ai pas besoin de le rappeler au président de la République française, ce plan a été soutenu et endossé par l'Union européenne, dont la France fait partie à ma connaissance. Bien. Donc, si les Chinois veulent tenter une médiation, il va falloir qu'ils prennent en compte le plan de M. Zelensky. Parce que s'ils y vont pour expliquer à M. Zelensky ce qu'il faut qu'il fasse, c'est comme les gens qui en France vous disent toutes les 5 minutes, il faut négocier, sans vous dire ce qu'il faut négocier. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. C'est ce qui manque, ce qu'il faut négocier. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui doit être négocié. Alors, c'est vrai qu'il y a le plan de paix de Zelensky, et c'est à partir de là, éventuellement, qu'il faudrait essayer de partir, quitte à éliminer certains éléments, j'entends bien. Donc, si Xi Jinping voit Zelensky, il y aura tout de même... Non, ne rêvez pas. Ah, mais je ne... Ça ne passera pas. Ils vont se voir peut-être. Oui, attendez, ils vont se voir. Mais ils ne vont pas parler dans le détail des plans. Hein, je veux dire, ça sera symbolique. Personne ne Non, ça, on ne peut pas savoir. Oui, mais on va voir. Jean-Paul Chang. Oui, je pense que Xi Jinping a vu en tête-à-tête Poutine 4h30 dès le premier jour, où ils ont sûrement parlé d'Ukraine, beaucoup plus qu'on ne le pense, en tête-à-tête. Et je pense que je serais très curieux de savoir si... il y aura des idées qui vont passer ensuite, que Xi Jinping va passer à M. Zelensky, parce que je ne suis pas certain que Xi n'a pas suggéré éventuellement des concessions quand même du côté russe. Hein, donc, s'il veut vraiment jouer un rôle diplomatique. Mais je pense qu'ils ne vont pas tenir des discours... Enfin, ils ne vont pas agir s'il n'y a rien à proposer. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, rien à fuiter, hein, Cyril Plouet, sur ce que vous dites. Non, mais pour être un médiateur, il faut être neutre. Et pour l'instant, la Chine n'est pas vraiment neutre. De fait, elle est quand même du côté de la Russie. Donc ça pose quand même un problème pour être médiateur. Et puis, il ne faut pas surestimer non plus le pouvoir de coercition qu'a Xi Jinping sur Poutine, quand même. Il ne faut pas le surestimer non plus. Parce que Xi Jinping, excusez-moi, Poutine est ancré dans sa fiction. Hein, je veux dire, c'est très difficile. Il veut pas perdre la face. Il veut pas. Bon, alors, il comprend bien que là, il est enlisé, si je puis dire. Le front est enlisé. Bon, il va falloir peut-être évidemment, dans le cadre d'une négociation, faire un peu de recul, mais le recul n'est pas gigantesque. Hein, il peut éventuellement fixer les lignes là où ils sont, mais c'est-à-dire qu'il aura perdu quelque part son pari puisqu'il voulait récupérer le Donbass et Donetsk. Bon, voilà. Pour l'instant. Donc, Xi Jinping n'aurait pas les moyens de faire pression sur lui, vu qu'aujourd'hui, la relation est plus favorable à la Chine. Excusez-moi, et dans l'autre sens aussi, vous imaginez qu'on rende public le fait que le président chinois est allé dire aux Ukrainiens, il faut que vous échangiez le Donbass contre la Crimée? Oui. C'est la fin des prétentions diplomatiques chinoises. C'est impossible. Et donc le fait que la Chine ne puisse pas établir un véritable plan de paix, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas établi un plan de paix. Elle a établi des éléments pour un règlement politique. C'est tout à fait différent. Oui. Sauf que tenir un discours de paix, même si c'est que des mots, c'est l'alternative à faire la guerre. Parce que de l'autre côté, comme vous dites, il n'y a rien à négocier, alors battons-nous jusqu'au bout. Et pour quel résultat? Est-ce que vous êtes sûr que... non, mais c'est important. Ce n'est pas l'avis de M. Zelensky, apparemment. Oui, voilà, donc ce n'est pas non plus l'avis peut-être de Poutine. Ce que je veux dire, c'est que face à une solution qui est purement militaire, puisque tout le monde dit qu'il n'y a rien à négocier, et puis il y a les Chinois qui disent qu'il faut se parler malgré tout, je veux dire, c'est quand même une sorte de contraste entre la position chinoise et la position occidentale. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être négociées quand vous discutez d'un règlement pacifique. Le retrait, les conditions du retrait, le calendrier du retrait, les conditions du retour de la Crimée de Sébastopol à l'Ukraine, les relations futures entre l'Ukraine et la Russie, les relations futures entre la Russie et le reste de l'Union européenne. De se parler déjà. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Et donc le rôle éventuellement des médiateurs comme les Chinois ou autres qui disent il faut que vous parliez. Merci. De négocier votre... Merci d'avoir participé. Les Chinois essaient de jouer à ça. Merci d'avoir participé à ce débat. Jean-Maurice Ripert, Jean-Paul Chang, Thierry Volton, Cyril Plouet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24 et à demain.